Je voudrais introduire cette soirée par deux citations. Je ne veux pas jouer au jeu des citations, mais je vous dis la citation et puis je vous laisse deviner l'auteur. Si vous êtes très bon, vous le trouverez. En tout cas, je vous le dirai après. Alors, première citation, c'était la juiverie internationale qui, par une manœuvre diabolique, dans le but de s'assurer dans l'avenir un avenir national, avait poussé la naïve, la simple Allemagne à détruire les Juifs. C'était une machination diabolique et bien juive, menée avec l'aide de certains services secrets pour que la juiverie obtienne son territoire après 2000 ans d'errance. Les Juifs ont fait le sacrifice de leur propre sang pour s'assurer une existence nationale. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais c'est une citation qui est de Adolf Eichmann. Voici sans transition une seconde citation. Et après la Première Guerre mondiale, les Juifs ont redoublé de méchanceté. Qu'est-ce qu'ils font en Europe? Ce que je vais vous dire va vous choquer. Mais c'est les textes aujourd'hui qui le disent. Les Juifs vont être de connivence avec Hitler. Les sionistes vont être avec Hitler. Pourquoi? Pour pousser les Juifs à quitter l'Allemagne. Alors les sionistes ont dit, il n'y a qu'une manière. Vous savez comment? Il faut qu'il y ait en Europe quelqu'un qui fasse du mal aux Juifs pour pousser les autres Juifs à partir en Palestine, pour justement qu'Hitler tue des Juifs, pour utiliser cela pour que les Juifs quittent l'Europe. L'idée est exactement la même que celle d'Eichmann. Ce sont les Juifs qui sont responsables de la Shoah de manière très diabolique et qui ont manigancé la Shoah. Alors, de qui est cette seconde citation? Vous l'avez peut-être entendue dans ces derniers jours parce qu'elle a été répétée. Elle a été répétée. Jean-Luc Godard? C'est pas Jean-Luc Godard? Non, elle est de Hassan Iqiyoussen. Elle est de Hassan Iqiyoussen dans sa grande leçon d'histoire qui avait fait déjà scandale en 2004 dans le journal L'Humanité. Alors, ce sont donc les Juifs et donc les Juifs seuls qui sont responsables de la Shoah. En écoutant ça, on peut se dire que ce sont des salauds, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ça pour envahir la Palestine? C'est une vraie révélation que fait Iqiyoussen. Le génocide a eu lieu, mais les victimes ne sont pas celles que l'on croit, et les bourreaux non plus ne sont pas ceux que l'on croit, évidemment. Et les gens qui écoutent et regardent cette télé, il y en a. La chaîne comptait en août 2022 près de 34 millions de vues, toutes vidéos confondues. Iqiyoussen ment. Il ment aux Français, il ment aux musulmans, il ment à tous ceux qui l'écoutent pour les embrigader dans une idéologie nazie et djihadiste. Ceux qui ont assassiné Sarah Halimi, Myriam Monsénégo, Ilan Halimi et tant d'autres, ceux-là ont peut-être été des disciples de Hassan Iqiyoussen ou d'imams qui tenaient un discours semblable. Comme on ne dit pas assez sur Internet, mais il défendait aussi la Turquie pour effacer les crimes commis par des musulmans avec le génocide arménien. Il parlait du pseudo-génocide arménien. Regarde, je parle. Il n'y a pas eu de génocide. J'ai les preuves historiques. Il n'y a pas de génocide. Et quand il parle des preuves historiques, il avait commencé des études d'histoire qu'il a abandonnées après quelques mois, mais ça lui donne une autorité pour déformer l'histoire. Ce sera une partie du thème de ce soir. J'appartiens à une génération qui a survécu à la Shoah ou qui est née après la Shoah. On croyait que l'antisémitisme avait atteint un paroxysme avec la Shoah et qu'après paroxysme, il y a forcément décroissance. Et cette Shoah, malheureusement, nous a poursuivis toute notre vie et elle nous saute à la figure aujourd'hui avec des islamistes nazis comme Iqiyoussen. L'islamisme, nouvelle idéologie totalitaire. On ne démontre pas grand-chose avec 2 citations ou 3 citations, mais nos 3 intervenants de ce soir ont une vue très générale sur ces questions. Et ils ont vu tout cela arriver avant tout le monde et avant sans doute la plupart d'entre nous. Michael Prazan sera le premier intervenant et j'ai évidemment regardé Wikipédia, mais bon, j'ai vu qu'il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant et je trouve ça intéressant parce qu'enseigner au Japon, c'est enseigner à des gens qui sont totalement éloignés de notre culture, de ce qu'on est. Et c'est peut-être cela qui t'a amené à être aussi didactique, à révéler à tes élèves et à nous, tes lecteurs, tes spectateurs, des choses que nous ignorons. Très tôt, Michael a écrit sur le fanatisme et le racisme, fanatisme de droite d'abord, puis de gauche. Des livres d'analyse, des films documentaires, des romans font partie de sa remarquable palette d'expression.
il est une personne qui compte dans le paysage médiatique français. Mais je ne vais pas me borner à Wikipédia. Je voudrais mentionner un lien personnel. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a un ouvrage qui ne figure pas dans ta biographie sur Internet. En 2001, j'avais assuré la coordination d'un livre qui s'appelait Nouveau visage de l'antisémitisme. Tu avais contribué avec Tristan Mendes France à un chapitre qui était baptisé Le Shoah Business de Garaudy. Et j'avais admiré, voilà, merci Jean-Charles, le Shoah Business de Garaudy, et j'avais admiré cette aptitude à remettre les choses à l'endroit, quitte à renverser la table si c'était la table qui était à l'envers. Enfin, c'est un peu compliqué mon image, mais tant pis. Et donc, vous aviez montré que Garaudy avait énormément profité de la négation de la Shoah par les dons qu'il a reçus de princes arabes. Être négationniste, ça rapporte. Sans surprise, Michael continue à dénoncer et analyser le dernier totalitarisme en date, puisque je pense que c'est à cela qu'est consacré le film qui s'appelle Racialiser une histoire franco-américaine. Je pense qu'il s'agit du woke. C'est un film sur la question raciale dans le wokisme, absolument. Voilà, d'accord. Donc, alors, avant de donner la parole à Michael, juste une information sur le déroulement de la soirée. Les 3 interventions vont se suivre dans l'ordre Michael, puis Jacques Tarnero, puis Richard Rossin. Mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par écrit. Vous disposez en effet d'une fonction qui s'appelle chat en bas de l'écran ou discuter. Ça dépend des versions d'ordinateur que vous avez. Donc, vous écrivez en adressant à tout le monde. Jean-Charles Goldberg et moi, nous en ferons la synthèse et nous vous poserons les questions après. Donc voilà, Michael, tu as la parole. D'abord, merci pour l'invitation et puis merci pour cette flatteuse et belle présentation. Juste pour préciser, ce film sur la question raciale dans le wokisme qui s'appelle Racisé sera diffusé le 10 octobre prochain sur LCP à 20h30. Ceci étant dit, je rebondis sur tes 2 citations qui sont parfaitement dans le sujet et dans mon sujet parce que Hassan Iqiyoussen est frère musulman et Eichmann, donc la racine nazie de cette idéologie qui est née en 1928, est partie intégrante de ce qui a formaté disons, l'univers mental des gens qui ont fondé cette confrérie en Égypte, au Caire, en 1928, sous l'impulsion d'un enseignant qui s'appelait Hassan al-Banna, jeune enseignant, qui arrive au Caire dans une Égypte encore sous domination britannique et qui est révulsé par ce qui s'y passe, c'est-à-dire l'imprégnation d'un certain nombre d'idéologies venues de l'Occident, que ce soit le féminisme, que ce soit la démocratie, que ce soit l'universalisme. Et bien sûr, il est très nostalgique, lui ayant été élevé dans une idéologie et une lecture du Coran salafiste, donc purement littéraliste. Il est révulsé par le comportement et l'accoutrement des femmes qui marchent en talons hauts dans les rues. Il est évidemment très choqué que, disons, tous les privilèges fondamentaux qui étaient dévolus à l'enseignement, à la pratique, aux lois, donc à la charia, aient été comment dire, mis sous le boisseau par le colonisateur de la modernité, qu'il veut refabriquer un musulman, un homme musulman qui soit beaucoup plus combatif pour la défense de son identité. קטן מים, יין, דערוש של דג, תפוח, דבש. חצי רימון. הנה, כמו שאת עושה. זה מה שציירת במחברת שלך? Et donc, Delphine, merci de couper ton micro. Et donc, Hassan al-Banna va se lancer dans une entreprise de réislamisation de l'Égypte
en visitant ces villages, en ayant une partie de sa vie consacrée aux prêches. Et il va fonder donc cette confrérie qui, au début, en tout cas, se présente comme un parti politique. Ça n'est pas qu'une vision religieuse de réislamisation et de reconstitution, parce que l'objectif est là dès le début du califat islamique perdu, c'est-à-dire le dernier, en l'occurrence, c'était l'Empire ottoman, qui s'est effondré après la Première Guerre mondiale. Et dans sa vision politique, c'est peut-être un peu, comment dire, la spécificité de la confrérie, c'est qu'elle va être quand même très influencée aussi par les fascismes européens, en premier lieu par le fascisme italien, dont il va s'inspirer pour créer, disons, l'organigramme et la hiérarchisation avec un chef charismatique du parti qu'il construit, est très influencé également par le nazisme, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a quand même déjà un antisémitisme fondamental, mais aussi parce que, eh bien, durant la Seconde Guerre mondiale, certains pays qui sont restés neutres pendant la guerre, et je pense principalement à l'Égypte et à l'Iran, vont être travaillés par une propagande nazie intensive. Il y a des relais allemands dans ces pays-là, notamment ce sont eux qui dirigent un certain nombre d'écoles techniques, où sont passés d'ailleurs la plupart des fondateurs et des premiers dirigeants de la première génération des frères musulmans égyptiens, et ils vont être vraiment formatés par cet antisémitisme nazi et par une forme de fascination pour le parti nazi qui va financer la première branche clandestine et terroriste de la confrérie, qu'on va appeler l'appareil secret, et qui va, au cours des années 40, notamment, perpétrer un certain nombre d'attentats, d'assassinats politiques. Ils vont assassiner un premier ministre égyptien, mais ils vont aussi perpétrer ou fomenter des pogroms dans les quartiers juifs du Caire, des plastiquages de cinéma, etc. Donc, la dimension terroriste combattantes, puisqu'ensuite ils vont effectivement participer aux premières guerres israélo-arabes en envoyant leur propre contingent, est là dès le début. Mais il y a chez Hassan al-Banna aussi une ambition politique, raison pour laquelle il va émettre ce qu'on a appelé le programme en 50 points en 1936, retenez bien la date, et c'est véritablement un programme politique qui montre très clairement une intention totalitaire. Il ne s'agit pas que de réinstaurer la charia, évidemment, l'objectif étant aussi de reconstituer le califat islamique, je l'ai dit, mais il y a une ambition qui n'est pas écrite dans ce manifeste en 50 points et qui, elle aussi, est déjà là, c'est-à-dire l'islamisation du monde, parce que les musulmans, et les frères musulmans en particulier, considèrent que l'humanité est une, qu'elle doit être unifiée sous la bannière de l'islam, et que déjà, ce sera évidemment approfondi par la seconde grande figure de la confrérie, qui est Saïd Qutb, pour que le projet de Dieu soit accompli. Il ne faut pas qu'il y ait une parcelle de territoire sur terre qu'il ne soit pas dévolu et qu'il revienne à la souveraineté de l'islam. Donc, il y a un projet territorial, il y a un projet politique et il y a un projet à plus grande échelle, et cette échelle étant celle de la planète, même si les frères musulmans traditionnellement ont une forme de pragmatisme, même si ce sont des idéalistes, au même titre que les nazis pouvaient être aussi des idéalistes, ils savent très bien que ça ne s'accomplira pas en un jour, et ils ont le temps devant eux. C'est ce qui d'ailleurs va les singulariser d'une certaine manière des salafistes, qui ont exactement les mêmes corpus et les mêmes composantes à la fois en termes de croyances, d'idéologie et aussi d'objectifs. Voilà. Donc, ce manifeste en 50 points, c'est les maîtres mots, ce sont interdire, réprimer, punir, et donc il faut tout interdire, la musique, le jeu, l'alcool bien évidemment, et puis il y a une obsession au cœur de ce manifeste en 50 points qui est l'obsession des femmes. C'est à partir de là que vraiment la question du voile islamique
va devenir fondamentale dans l'esprit des islamistes et particulièrement des frères musulmans. Hassan al-Banna va quand même réussir à agréger un nombre de soutiens extrêmement considérable et de son vivant, les premières branches de la confrérie vont être créées d'abord dans toutes les villes de l'Égypte, mais ensuite dans ce qu'ils appellent le Levant, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, et en très peu de temps va se répandre dans quasiment tous les pays du monde arabe. Pour info, je rappelle que Enarda en Tunisie, ce sont les frères musulmans tunisiens. Je rappelle que Hamas en Palestine, ce sont les frères musulmans palestiniens. On le sait peu, mais tout ça, effectivement, participe de la même arborescence créée par Hassan al-Banna dès 1928. Hassan al-Banna va mourir en 1949 et en 1949, donc il est assassiné par la police politique du roi Farouk. Et à ce moment-là, il y a un autre enseignant qui est tout à fait contemporain de lui. Ils sont nés la même année, ils ont suivi le même cursus dans les écoles de formation d'enseignants des maîtres au Caire. C'est quelqu'un, contrairement à Hassan al-Banna, qui vient d'un milieu laïque, qui à l'origine est un journaliste, un écrivain et surtout un poète très, comment dire, tourmenté, qu'on pourrait qualifier de romantique. Mais peu à peu, son discours va s'islamiser au point que ses supérieurs, puisqu'il est lui aussi enseignant, vont décider de, disons, le mettre un peu à distance et de l'envoyer pendant 1 an dans une université du Colorado pour lui changer un peu les idées et l'ouvrir un peu à la modernité et à voilà, une forme d'occidentalisation. Ce jeune homme s'appelle Saïd Qutb et en réalité, les États-Unis vont avoir sur lui l'effet tout à fait inverse. Il va être révulsé par les mœurs, surtout des femmes américaines. Il en parle et il a beaucoup écrit là-dessus à son retour. Il va être révulsé par tout ce qu'il voit sous ses yeux aux États-Unis. Et c'est là aussi qu'on perçoit la fibre totalement complotiste et paranoïaque qui est vraiment un invariant de l'histoire des frères musulmans, puisque à l'annonce de la mort de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, il observe dans les rues américaines où il se trouve, donc au Colorado, que les gens s'embrassent et fêtent la mort de Hassan al-Banna. Évidemment, je n'en crois pas un mot. Je ne pense pas que les Américains du Colorado savaient qui était Hassan al-Banna. Peut-être y avait-il eu un résultat de match de foot, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il va nourrir le sentiment obsidional que l'Occident n'a qu'une seule ambition, c'est la destruction de l'islam. Et il va radicaliser son discours. Et lorsqu'il rentre des États-Unis, il va évidemment intégrer la confrérie des frères musulmans et très rapidement devenir son principal idéologue, sa principale figure tutélaire, au point que lorsque Nasser prépare son coup d'État, il va faire alliance avec lui et en fait, c'est cette alliance qui va conduire au renversement de la royauté et donc du roi Farouk en Égypte et bien sûr Nasser qui, je le rappelle aussi, avait été frère musulman, va se retourner contre eux parce que tout à coup, il s'aperçoit, en tout cas, Saïd Qutb va s'apercevoir que Nasser n'a pas l'intention d'instaurer la charia, ni même de reconstituer le califat et qu'il a déjà épousé, disons, une autre idéologie, celle du nationalisme arabe et la volonté de faire de l'Égypte un pays moderne. Donc, les frères musulmans vont se sentir trahis. Ils vont tenter d'assassiner Nasser. Va s'en suivre une terrible répression contre eux. La première grande répression, il y aura plusieurs vagues répressives et Saïd Qutb, qui va être jeté au cachot, va y écrire en prison ses principales œuvres, Jalons sur la route de l'islam, où déjà il anticipe la création, comme il l'appelle, d'une avant-garde révolutionnaire qui devra faire basculer l'ordre du monde. En fait, ce qu'il décrit à ce moment-là dans ce livre, c'est Al-Qaïda. Et ça n'est pas tout à fait indifférent, c'est-à-dire une avant-garde extrêmement idéologisée, extrêmement combative, qui, les armes à la main, va créer
voilà, des djihad dans le monde entier jusqu'à faire basculer le monde dans l'islam. Et donc, il va rompre avec une certaine tradition islamique, c'est-à-dire qu'il va décréter le djihad offensif, puisque à l'origine, normalement, le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, la guerre physique, ne doit être menée que de manière défensive. Il va créer aussi un nouveau concept qui va être la jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance pré-islamique. Et pour résoudre le problème, au fond, auquel est confronté le monde arabe en général et l'Égypte en particulier, c'est-à-dire une difficulté au développement économique, il va dire non. Au fond, cet exemple à suivre, c'est la décadence, c'est la ruine. Et pour revenir, la vraie modernité, le vrai progrès, c'est de revenir au mode de vie des salafs, c'est-à-dire à une existence contemporaine des premiers disciples du prophète Mahomet. Donc, il va créer comme ça tout un corpus et toutes des éléments idéologiques qui vont ensuite être très largement diffusés dans la société et qui vont prendre son essor, leur essor bien après sa mort, ou finalement non, à partir des années, lui-même est pendu par Nasser en 1966. Il est accusé d'avoir fomenté un coup d'État, ce qui n'était sans doute pas complètement vrai. Nasser, d'ailleurs, ne tenait pas à le faire exécuter. Il lui a donné moult fois l'occasion de faire amende honorable, en lui proposant même d'ailleurs de devenir son ministre de l'Éducation. Mais face au refus systématique de Qutb, il n'aura d'autre choix que de le faire exécuter. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'une lame de fond, à partir des années 70, je passe très vite parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu, que tout à coup, voilà, après la grande période d'émancipation des femmes, notamment sous Nasser, il va y avoir un reflux considérable avec le monde arabe, et l'Égypte va être balayée par une vague islamiste considérable qui vont mener à la création de différentes organisations terroristes qui sont toutes issues de la confrérie des frères musulmans. Je pense à Al-Jihad, qui a été créé par un adolescent brillant de 15 ans à l'époque, qui s'appelle Ayman al-Zawahiri, et par Omar Abdelrahman, qu'on appelle le Cheikh aveugle, qui lui va créer la Jama'a al-Islamiyya. Ces deux mouvements sont nés alors même que les campus américains sont en ébullition face à la guerre du Vietnam, eh bien, les campus égyptiens vont être également en ébullition, mais traversés par des courants extrêmement radicaux islamistes qui sont pilotés par les frères musulmans. Et évidemment, deux événements vont accélérer cette donne. D'une part, trois événements plus ou moins contemporains. D'abord, le djihad en Afghanistan. Et donc, Ayman al-Zawahiri lui-même, à peine sorti de prison, va rejoindre disons, ce laboratoire de ce que va devenir, et d'ailleurs qui va être le laboratoire qui va produire Al-Qaïda, puisque c'est là-bas qu'il va rencontrer Oussama Ben Laden. Il va bien sûr y avoir, avant cela, les accords de Camp David, qui vont mener à l'assassinat du successeur de Nasser, Anwar el-Sadat. Et puis, il va y avoir fondamentalement et surtout la révolution islamique. On a tort de penser que la révolution islamique en Iran est, comment dire, la promotion au pouvoir politique de l'islam chiite. Pas du tout. En réalité, c'est l'islam des frères musulmans qui va prendre le pouvoir en Iran pour une raison assez complexe, c'est que dans les années 50, il y a eu une fusion parce que les frères musulmans voulaient s'ouvrir, disons, à d'autres tendances de l'islam, et ils vont inviter un type qui s'appelle Nawab Safawi, qui a une histoire totalement similaire à celle des frères musulmans, assassinat de dirigeants politiques. Bref, il se retrouve dans la même conception du monde, la même idéologie. Et d'ailleurs, lorsque les frères musulmans organisent la deuxième conférence islamique à l'époque à Jérusalem, qui n'est pas encore réoccupée par Israël, ils vont inviter Nawab Safawi, donc ce petit dirigeant d'un groupuscule terroriste iranien, qui va vraiment créer une forme d'épiphanie au cours de cette conférence en
disant « Attendez, vous pensez que la question Israël est une question de mauvais voisinage avec l'Égypte, avec tel ou tel pays ?» Non, pas du tout. En réalité, c'est un waqf, c'est-à-dire c'est un domaine sacré de l'islam. La question d'Israël n'est pas une question régionale, c'est une question qui concerne l'Oumma, c'est-à-dire tous les musulmans. C'est un sacrilège. Et donc, à partir de là, ça va, créer les éléments d'un nouveau discours anti-israélien et antisémite que recherchaient les frères musulmans sans le trouver. Donc, Nawab Safawi a eu une importance considérable. Et Nawab Safawi, après un ultime attentat, je rappelle qu'en 1954, il fait un voyage au Caire où il rencontre les dirigeants des frères musulmans. Et en 1954, ces deux organisations, les Fedayines de l'islam chiites et les frères musulmans sunnites, vont fusionner leur organisation, au point qu'en Iran, on va appeler à partir de là les Fedayines de l'islam Akhwan el-Muslimin, qui veut dire les frères musulmans. Nawab Safawi est tué par le pouvoir du Shah en 1955. À partir de là, ses fidèles vont se retrouver en déshérence et ils vont se trouver un nouveau leader avec cet ayatollah en exil qui n'est autre que l'ayatollah Khomeini. Ils vont lui faire lire les œuvres de Saïd Qutb, au point que en 1979, la première décision culturelle et politique prise par l'ayatollah Khomeini au pouvoir, ça va être d'émettre un timbre postal à l'effigie de Saïd Qutb et de nommer un nom de rue Saïd Qutb à Téhéran. Donc on voit bien comment cette influence a été mal comprise aussi par les contemporains de la révolution islamique qui pensaient que c'était le clergé chiite qui avait pris le pouvoir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et évidemment, les Égyptiens, les frères musulmans égyptiens, lorsqu'ils voient comment a tourné la révolution islamique, vont essayer de la reproduire à travers deux organisations que j'ai déjà citées, parce qu'ils avancent toujours masqués ou en créant de nouvelles organisations, de nouveaux logos, la Jama'a al-Islamiyya et Al-Jihad, qui veut faire un coup d'État sur le modèle iranien, c'est-à-dire assassiner le dirigeant principal, Anwar el-Sadat, et puis ensuite verrouiller le pouvoir en attaquant les centres du pouvoir et surtout les médias. Et donc, cette révolution va être mise en œuvre, elle n'aboutira pas. Anwar el-Sadat sera, comme vous le savez tous, bien sûr, assassiné, mais après, s'ensuivra une répression très importante contre les frères musulmans, la Jama'a al-Islamiyya, Al-Jihad, etc., ce qui va donner l'occasion d'ailleurs à Ayman al-Zawahiri de prendre la tête de ceux qui avaient fomenté ce complot et de briller au moment du procès qui leur est consacré. Pour autant, sa responsabilité, alors qu'il est le dirigeant même de l'organisation qui a assassiné le président égyptien, ne pourra pas être prouvée. Il va faire 3 ans de prison. Dès sa sortie de prison, il rejoint le djihad contre l'URSS en Afghanistan. Et là, il va faire la rencontre de 2 autres frères musulmans, l'un officiel, qui est le véritable créateur de Al-Qaïda, et puis l'un non officiel, qui est Oussama Ben Laden, son protégé. Oussama Ben Laden fait partie des frères musulmans, mais c'est une branche qui n'est pas reconnue parce qu'il est saoudien et qu'en Arabie saoudite, on n'a pas le droit de prêter 2 allégeances, c'est-à-dire on ne peut pas prêter allégeance à la fois au Saoud et à la confrérie des frères musulmans. C'est pourquoi cette branche de la confrérie a toujours été clandestine en Arabie saoudite. Mais on voit bien l'affiliation entre ce groupe originel né en 1928 sous l'impulsion de Hassan al-Banna et ensuite, évidemment, la fabrication de ce groupe terroriste qui ne fait que suivre, au fond, la prophétie, si on peut la nommer ainsi, de Saïd Qutb dans Jalons sur la route de l'islam, écrit en prison peu de temps avant sa mort. Ce qui se passe ensuite, et je vais en finir, et je vais essayer d'être très court, c'est très difficile d'expliquer l'histoire complexe de cette confrérie qui aujourd'hui est pratiquement, qui existe depuis presque un siècle. Ce qui va se produire ensuite, c'est un certain nombre de tentatives de prise de pouvoir dans tout le monde musulman, et pas seulement le monde arabe, soit par les urnes quand c'est opportun, soit par le coup de force quand c'est possible, soit en créant ou en distillant la terreur dans un certain nombre de territoires par l'utilisation du terrorisme. Rien de tout ça ne va fondamentalement marcher.
et va s'en suivre dans un certain nombre de pays, que ce soit la Syrie, que ce soit la Tunisie dans les années 80, que ce soit bien sûr l'Égypte. Les dirigeants de la confrérie vont être obligés de trouver une terre d'accueil et de se réorganiser et de trouver d'autres territoires. Et c'est là où un personnage intervient qui va être fondamental, qui s'appelle Saïd Ramadan, qui n'est autre que le grand-père de Hani et Tariq Ramadan, et qui, lui, a une vision déjà très internationaliste des choses, et il va créer des liens avec la CIA. La CIA, d'ailleurs, c'était intéressant de voir les rapports de la CIA lorsqu'il essaye de leur rendre visite et d'avoir des entretiens même avec le président américain dans les années 50. Ils vont faire des rapports sur son compte en disant, voilà, c'est un fasciste en réalité. Ils sont évidemment très impressionnés par son antisémitisme aussi, mais même si la CIA le voit avec plus que de la méfiance, ils vont le ressortir de leur chapeau dans les années 60-70, lorsque, à partir du moment où s'installe durablement la guerre froide, les Américains et l'antenne de la CIA qui est installée en Allemagne va essayer de trouver des alliés qui vont pouvoir de l'intérieur déstabiliser le bloc soviétique. Et à ce moment-là, va entrer en contact avec cette cellule de la CIA des musulmans allemands qui, en réalité, pour certains, sont d'anciens nazis convertis à l'islam, pour d'autres, sont des musulmans venus du bloc soviétique qui ont fui l'URSS et qui ont l'ambition de créer une mosquée à Munich. Et la CIA voit à ce moment-là une opportunité pour, grâce à l'implantation ou la création de cette mosquée, d'un élément perturbateur qui pourrait créer, grâce à l'islam, disons, des troubles en URSS et peut-être même faire basculer le bloc soviétique. Et donc, ils vont aider à construire cette première mosquée en Allemagne. Sauf que rien ne se passe du tout comme prévu, que les gens qui sont en charge de la construction de cette mosquée sont incompétents ou extrêmement désorganisés. Et à ce moment-là, ils vont faire appel à Saïd Ramadan pour venir un peu remettre dans l'ordre dans tout ça et pouvoir créer cette mosquée. Et effectivement, il va s'acquitter de cette tâche avec une très grande habileté et il va en premier lieu chasser tous ceux qui étaient les instigateurs de la création de cette mosquée et faire de ce centre, de cette mosquée, le premier centre frériste en Occident et notamment, et bien sûr, comme je l'ai dit, à Munich et en Allemagne. À partir de là, en 1977, va avoir lieu une grande réunion des principaux leaders de la confrérie. On y retrouve Saïd Ramadan, on y retrouve déjà Youssef Al-Qaradawi, vous savez, qui est aujourd'hui l'émir de la confrérie, il est très vieux, mais je crois qu'il anime encore cette émission sur Al Jazeera qui s'appelle La Charia et la vie. Tout le monde connaît un certain nombre de ses citations. Il est venu plein de fois à la RAMF, c'est-à-dire le rassemblement. 2 minutes, c'est possible? En 2 minutes, très bien. Ok. À partir de cette première implantation en Allemagne, donc à Lugano, cette réunion va décider de créer d'autres antennes en Europe. La première, simultanément, ça va être à Markfield en Grande-Bretagne, pas très loin de Londres. Ça va être bien sûr les États-Unis. Et à partir de là, on va jeter, disons, des bases, un réseau associatif, une pieuvre associative dans tous les pays d'Europe, et notamment en France avec l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, à partir du début des années 80. Et donc, voilà, c'est comme ça que les frères musulmans vont trouver une implantation dans plus de 80 pays à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des alliances qu'on pourrait penser contre nature. Je pense à Alliance citoyenne, par exemple. Vous savez, le réseau associatif des frères musulmans qui ont balayé toutes les autres tendances de l'islam en France en, disons, 20-30 ans. Aujourd'hui, on les retrouve dans des alliances très étonnantes. Je pense donc à Alliance citoyenne à Grenoble, qui a été créée par des mouvements anarchisants de jeunes gens qui sont issus de l'IEP de Grenoble. Vous savez, ce même IEP qui avait chassé Klaus Kinsler, l'enseignant dont on a tant parlé l'an dernier, qui vont faire alliance avec des groupuscules issus du réseau associatif des frères musulmans et redynamiser une forme d'agite-propre
en faisant la promotion notamment du burkini, des fameuses hijabeuses. Donc, on a là, j'aime pas beaucoup ce mot d'islamo-gauchisme, mais enfin, de fait, il y a une alliance qui se tisse sous nos yeux entre ces mouvements radicaux, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais enfin, voilà pour moi, si vous voulez, quelle est la racine du mal auquel nous nous sommes confrontés, et aussi de la reformulation, de l'adaptation d'un discours. Parce que moi, quand je les ai rencontrés au Caire, les frères musulmans, je les avais tous rencontrés au moment des révolutions arabes. Ils avaient gagné le Parlement, ils n'avaient pas encore gagné la présidence avec Mohamed Morsi. Et ils me le disaient eux-mêmes, on laisse une marge de manœuvre extraordinaire, surtout en Occident, aux frères musulmans, parce que nous ne savons pas comment faire en Occident pour faire valoir nos objectifs, nos idées, etc. Et donc, les frères musulmans se sont assez rapidement adaptés aux situations locales où ils étaient minoritaires, l'objectif étant de créer une base populaire et bien évidemment à terme d'installer l'islam partout dans le monde et principalement en Europe. Et la France, vu le taux d'immigration musulmane qui la caractérise, était évidemment un espace très favorable pour voilà, créer un nouveau discours qui passe par l'islamisme, par le terme d'islamophobie. Enfin, il y a un certain nombre, évidemment, par le voile islamique, qui est le grand moyen, si vous voulez, de contrarier la société laïque française, et par une forme de victimisation qui s'est d'ailleurs illustrée dans un certain nombre de manifestations, et notamment la grande manifestation à laquelle avait participé la France insoumise, notamment, qui était totalement entre les mains d'organisations et d'associations fréristes, c'est-à-dire liées aux frères musulmans. Je m'arrête là, j'ai trop parlé. Je pense que d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas tout assimilé parce qu'il y avait très vite, mais je vous remercie.